Il est 19h17, c'est l'heure des grands débats d'Europe Soir avec vous, Nicolas Poincaré. Google fait-il main basse sur la médecine? Vous pouvez réagir à tout moment sur Twitter si vous le souhaitez, #E1soir. Et pour suivre le débat tout en images, rendez-vous sur europe1.fr. Oui, Google est-il en train de faire main basse sur la médecine? Pourquoi cette question, Olivia? Parce qu'on s'aperçoit que le géant américain a récemment racheté les meilleures sociétés de technologie médicale, de biomédecine, celles qui travaillent sur tout ce qui va permettre demain un allongement considérable de l'espérance de vie. Alors, est-ce qu'on vivra bientôt jusqu'à 150 ans ou plus? Est-ce que ce sera en partie grâce à Google? On en débat avec Laurent Alexandre, qui est chirurgien, spécialiste des technologies du futur, fondateur de Doctissimo, précurseur de l'Internet médical et aujourd'hui président de DNA Vision, spécialiste en analyse génétique. Il a notamment écrit La mort de la mort chez Jean-Claude Lattès. On est aussi avec Ariel Kirou, qui est un journaliste et écrivain spécialiste des nouvelles technologies et qui a écrit Google God aux éditions Inculte. Et enfin, on est avec Jean-François Lemoine, le docteur d'Europe 1. Alors, Laurent Alexandre, je ne sais pas si c'est parce que vous êtes à la fois diplômé de médecine, de l'ENA et d'HEC, mais en tout cas, vous avez été sans doute un des premiers à remarquer la nouvelle stratégie de Google qui consiste donc à racheter un certain nombre d'entreprises très spécialisées dans le biomédical. Ouais. En fait, Google a deux objectifs de long terme. Le premier objectif, c'est de développer l'intelligence artificielle et de faire du moteur de recherche Google une authentique intelligence artificielle. Et son deuxième objectif, c'est d'euthanasier la mort. Les dirigeants de Google sont obsédés par l'idée de faire reculer la mort. Et c'est pourquoi ils ont beaucoup investi dans la génétique, au travers de 23andMe, de leur nouvelle application Google Genomics qui, derrière votre compte Gmail, va vous permettre d'analyser votre génome. Et puis, ils ont créé une grande société de biotechnologie, Calico, qui a un objectif à très long terme, à 20 ans. Ils veulent augmenter l'espérance de vie humaine de 20 ans d'ici 2035. Donc, effectivement, Google a pour ambition de faire reculer la mort significativement dès le 21e siècle. Alors ça, c'est complètement incroyable, parce que développer l'intelligence artificielle, on comprend bien de la part d'un moteur de recherche, mais la médecine, pourquoi? Les dirigeants de Google, ils veulent quoi? Ils veulent rentrer dans l'histoire? Ils veulent gagner de l'argent? Ils veulent quoi? Parce qu'on imagine toujours que Google veut faire uniquement du business. Google, c'est une machine politique. Les dirigeants de Google sont ce qu'on appelle des transhumanistes, c'est-à-dire des gens qui veulent changer l'homme et tuer la mort grâce aux technologies NBIC, c'est-à-dire les nanotechnologies, la biotechnologie, l'informatique et puis les sciences du cerveau. Leur objectif n'est pas d'abord un objectif business. Leur premier objectif, c'est un objectif idéologique et donc leur obsession, c'est de faire reculer la mort et elle est partagée par tous les dirigeants de Google. Mais c'est pas une idéologie, c'est un rêve de faire reculer la mort. Ce que je comprends pas bien, c'est ils font ça par philanthropie, ils font ça parce qu'ils veulent rentrer dans l'histoire, ils font ça tout simplement parce qu'ils sont assez riches pour le faire? Ils font ça parce qu'ils sont les hommes les plus puissants au monde, parce que quand on contrôle Google, on a une puissance extraordinaire, et que quand on est tout puissant et milliardaire, finalement, la dernière chose embêtante, c'est la mort. Et donc de faire reculer la mort devient votre obsession. Jean-François Lemoine. C'est exactement ça. Quel est qu'il y a en commun entre un misérable hindou et un milliardaire de Google? C'est que tous les deux vont mourir. Et que la dernière chose qu'un milliardaire a envie de se payer, c'est l'éternité. Mais ils n'y sont pas arrivés. Hein. Je partage tout à fait l'idée qu'on puisse vivre beaucoup plus longtemps. De là, arriver aux chiffres qu'on évoque, ça me paraît... Alors, on va se demander si on peut euthanasier la mort selon votre belle formule, mais on reste un petit peu sur Google. Ariel Kirou, donc vous connaissez bien, vous avez écrit sur Google. Vous aviez suivi dès le début, compris qu'il s'intéressait aussi à la médecine, pas qu'au moteur de recherche? C'était assez clair dès le départ. Ils avaient créé une fondation, il y a le X-Lab, donc c'était assez limpide qu'ils avaient aussi un but messianique, et qu'ils y croyaient quelque part. Hein. Leur de claim, c'est Don't be evil. Hein, donc, soyez pas un diable. Donc faisons le bien quelque part. Et le deuxième, c'est d'être le relais de toute l'information du monde. Pour eux, la vie est information. Donc la clé de la vie est l'information, la clé de cette immortalité, en tout cas de cet allongement de la vie, c'est l'information aussi, hein, c'est les stocks de données, c'est des informations que les gens vont donner eux-mêmes, qu'on va aller chercher. Donc c'est logique et légitime pour eux d'être présents sur le terrain de la robotique, présents sur le terrain de la médecine, d'être présents sur le terrain de l'intelligence artificielle, parce que pour eux, tout ça est lié et ça correspond à leurs deux objectifs de départ. Voilà, parce que si on s'informe, c'est aussi notamment par rapport à sa santé et que ce sont les informations clés majeure entre toutes les informations que celles qui concernent la santé des gens et de l'ensemble d'une population. Alors, ça a pris quelle proportion au sein de Google, ces investissements, sans donner de chiffres? Parce qu'on sait qu'ils font aussi, par exemple, des voitures sans chauffeur. Ils ont investi beaucoup dans ces voitures qui roulent toutes seules. Mais la médecine, c'est vraiment central?
Non, ce n'est pas central. Mais quand on dit ça, on a le sentiment qu'on va mesurer l'importance d'investissement en fonction tout simplement juste de la proportion, de ce qu'ils représentent globalement. C'est très important pour Google, même si évidemment aujourd'hui, ce n'est pas là où ils dépensent les plus grandes parties de leur argent. Hein, mais c'est majeur. Voilà. Il faut quand même pas oublier que c'est quand même des faiseurs d'argent, hein, et de dire ils sont en train de faire reculer la mort et ça. Qui possède aujourd'hui toutes les données médicales du monde sera d'une puissance totale. Je vous donne juste un exemple. Le monde des assurances ne rêve que d'un endroit où on pourrait savoir tout ce qui va se passer. Donc, si vous voulez, il faut aussi dire qu'ils ont sans doute cette espèce d'envie de nous offrir l'éternité. Ils ont surtout envie de gagner beaucoup d'argent avec leur stratégie. Laurent, Alexandre, il y a sans doute un point commun entre l'informatique et la médecine de demain, c'est qu'effectivement, de plus en plus, c'est de l'information. La médecine de demain sera beaucoup le génome, notre ADN, une accumulation d'informations. C'est là que ces deux mondes se rejoignent. C'est là qu'ils se rejoignent. L'ordinateur et le tout-bib finissent par travailler ensemble. La médecine devient numérique. On voit bien au travers de la génétique, hein, le séquençage ADN d'un individu, ça représente en données brutes 10 000 milliards d'informations par patient. Donc ce sont des montagnes de données. Qui mieux que Google est capable de donner du sens à ces informations ? En tout cas, les dirigeants de Google pensent qu'ils ont vocation à organiser nos données médicales, à les structurer et à en sortir de la valeur pour augmenter notre espérance de vie. Il est clair que la santé est à un moment tout à fait charnière. On le voit au travers du séquençage ADN dont vous parliez. Le coût du séquençage ADN sur 10 ans a été divisé par 3 millions. C'est-à-dire que ce qui était un exploit qui a duré 13 ans, le premier séquençage ADN, se fait aujourd'hui en quelques heures et ne coûte plus que 1 000 $. Alors tous vos auditeurs, ça coûtait 3 milliards de dollars. Le premier a coûté 3 milliards de dollars. Clinton qui décide, c'est comme aller sur la Lune. Le pari de Kennedy, c'est aller sur la Lune. Le pari de Clinton, c'était de faire le premier séquençage. Et il a réussi. Et il a réussi, mais au bout de 10 ans. Ce qu'aujourd'hui, pour 1 000 $, Laurent Alexandre va vous faire la même chose. Il peut vous faire le séquençage de votre génome sans aucun problème. Vous allez retrouver avec tellement d'informations que de toute façon, il ne saura pas comment faire lui non plus. Mais en tous les cas, toutes les informations, il peut vous les donner. Alors Alexandre, c'est votre métier aujourd'hui de faire de... Tout à fait. Et je mesure... Et donc pour l'instant, vous facturez 1 000 $ un séquençage ? Un séquençage aujourd'hui est tombé à 1 000 $. Mais j'ai intérêt à attendre encore 1 an ou 2, vous allez me le faire à la moitié, non ? Ce sera remboursé par la sécurité sociale dans les années qui viennent. Non, mais ce qui est important, c'est de voir que derrière ces données génomiques, ces montagnes de données, il va y avoir des algorithmes. Et que le pouvoir médical, il va être dans les mains de ceux qui auront les algorithmes, c'est-à-dire qui sauront transformer ces montagnes de données en des décisions thérapeutiques. Et c'est en ce sens que la bataille planétaire qui se joue sur l'information médicale, sur la génétique et sur l'ensemble des nanobiotechnologiques est fondamentale. Nous courons le risque aujourd'hui, si nous continuons à ne pas investir dans ces secteurs, à être aussi menacés que nous le sommes dans le domaine des médias face à Google. Il est urgent qu'il y ait une réponse européenne, une réponse française et qu'on investisse massivement dans ce qui va être le cœur de l'industrie biotechnologique dans quelques années, c'est-à-dire l'analyse de ces données, le data mining, ce qu'on appelle le big data, c'est-à-dire la gestion de ces milliards et de ces milliards de données. Et nous avons pris un retard qui est aujourd'hui absolument considérable dans tous ces secteurs. Ces milliards de données, donc notre ADN, le séquençage complet, qui aujourd'hui tient sur une clé USB ? Ouais. Alors, l'analyse des données finales tient sur une clé USB, mais les données d'origine, 10 000 milliards d'informations, ça ne tient pas sur une clé USB. Pas encore. Mais qu'est-ce qu'on en fait de ces informations ? À partir de ces informations, on peut connaître nos prédispositions à des maladies. Donc, on peut changer son mode de vie pour éviter les maladies auxquelles on est prédisposé. On peut aussi mieux adapter les traitements, notamment dans le domaine du cancer. Et puis demain, comme la thérapie génique va se banaliser dans les 10 à 15 années qui viennent, quand on aura une anomalie de son génome, on le changera, c'est-à-dire qu'avec des enzymes qu'on appelle les nucléases, on retirera le morceau d'ADN qui ne nous convient pas et on changera le morceau d'ADN pour une séquence qui n'entraîne pas la maladie. D'ailleurs, on vient, il y a quelques semaines, de faire naître 2 petits singes dans lesquels on avait fait plusieurs modifications génétiques lors de l'embryon pour supprimer des morceaux d'ADN problématiques. Donc, le séquençage permet de mieux comprendre ce qui va nous arriver et demain, ça permettra de piloter les modifications génétiques que nous allons faire à notre génome. Nous sommes dans une vraie révolution du vivant et aussi de l'organisation de la santé, mais aussi une révolution politique car qu'allons-nous faire de ce pouvoir sur notre humanité, sur notre identité biologique ? Comment allons-nous réguler la gestion de ces données et puis notre capacité à changer notre ADN, c'est-à-dire notre destin biologique. Je me doutais que ce débat serait passionnant. On marque une pause et on revient tout de suite.
On est toujours avec Jean-François Lemoine, le doc d'Europe 1, avec Ariel Kirou qui a écrit Google, God, le dieu Google aux éditions Incultes, et avec Laurent Alexandre qui est chirurgien et spécialiste en analyse génétique. J'ai vu, Laurent Alexandre, une conférence de vous sur Internet que vous terminiez par ces mots. Vous disiez, je pense que l'homme qui vivra 1000 ans est peut-être parmi nous. Oui. Alors dit comme ça fait pas sérieux. Et pourtant, si je vous laisse quelques minutes... Et pourtant, avant que Jean-François Lemoine intervienne, il faut bien comprendre aujourd'hui que quelqu'un qui naît aujourd'hui n'aura que 86 ans en 2100. Et va donc va bénéficier, ben oui, quand on est aujourd'hui, on n'aura que 86 ans en 2100. C'est de l'arithmétique. Ouais. Et vous êtes d'accord que d'atteindre 86 ans n'est pas très compliqué. Et donc, les gens qui naissent aujourd'hui vont bénéficier de toutes les avancées biotechnologiques, nano-biotechnologiques du 21e siècle. Et vont probablement déjà avoir une espérance de vie pas mal plus longue qu'aujourd'hui, peut-être 150, 180 ans. Et donc, quelqu'un qui naît aujourd'hui a une forte chance d'atteindre l'année 2200. Et quand on est en 2200, on vivra plus longtemps, etc. etc. Donc c'est sans fin. Il est probable que l'explosion des progrès en nanobiotechnologie, en génomique, etc., dont nous avons parlé, vont permettre aux gens qui naissent aujourd'hui de vivre beaucoup plus longtemps qu'on peut même l'imaginer à l'heure actuelle. Alors, grâce à des organes artificiels, on a vu les qu'il y avait un cœur. Les organes artificiels, le cœur, on en a beaucoup parlé. Le cœur artificiel. Le larynx artificiel vient d'arriver. Bien sûr, le premier malade est mort, mais c'est déjà un exploit. Hein. Il a battu 7 millions de fois le cœur artificiel Karma. La multiplication des organes artificiels, de la recréation d'organes à partir des cellules souches, des modifications génétiques qui vont devenir une banalité d'ici 2025-2030. Nous allons avoir un ensemble d'armes tout à fait extraordinaires pour lutter contre le vieillissement et la mort. Et tout ceci, ce sont les armes que nous connaissons aujourd'hui. Mais en 2030, 2040, 2050, il y aura d'autres innovations technologiques qui vont à nouveau changer la donne. Mais c'est tout le pari de Google aujourd'hui. Les dirigeants de Google sont persuadés que nous sommes assez proches d'arriver à l'immortalité. C'est-à-dire les dirigeants de Google, ils l'ont écrit des tas de fois, sont persuadés que les technologies NBIC, les nanobiotechnologies, l'informatique et les sciences du cerveau vont nous permettre prochainement de lutter de façon décisive contre la mort. Ouais, mais vous-même, vous avez tendance à les croire. Parce que, dit comme ça, les dirigeants de Google prévoient l'immortalité, on se dit, ok, c'est des charlots. Mais vous n'avez pas l'air du tout d'un charlot. Je pense que les dirigeants de Google ont raison de penser que le 21e siècle va faire significativement reculer la mort. Et que la technologie qui aujourd'hui explose, on le voit bien dans tous les domaines qui nous entourent, va lutter de plus en plus efficacement. Ce qui ne veut pas dire que toutes les maladies vont disparaître demain, l'année prochaine. Mais en tout cas, nous aurons des armes de plus en plus puissantes pour faire reculer la mort au 21e siècle. Ce qui pose des questions politiques, philosophiques immenses. Jean-François Lemoine. Et financières. Alors, c'est vrai qu'on l'écouterait pendant des heures. Je vois totalement sous le charme. Ça vous plaît de vivre jusqu'à encore 2000 ans, Nicolas? Moi, je vais vous dire, j'adore, il sait que je l'adore et qu'on est très amis, mais il me fait penser, je l'imagine, arrivant il y a 5000 ans dans une grotte de l'ère préhistorique avec son attaché-caisse et disant à des néandertaliens totalement affamés, leur dire, je vous promets que le régime du camp, ça marche. Et ben, qu'est-ce qu'il ferait? Il l'aurait mangé immédiatement, lui. Donc, si vous voulez, c'est formidable et il faut donner de l'espoir aux gens. Mais c'est vrai que il y a une chose, j'aimerais bien que Laurent nous dise comment il voit la médecine, parce qu'elle est totalement à deux vitesses, la médecine. Vous croyez que c'est pour tout le monde ce qu'il est en train de nous décrire là? C'est pour qui? Oui, mais Jean-François, tu sais très bien que au début, lors des premiers téléphones portables, on a dit il n'y a que les ministres et les milliardaires qui auront un téléphone portable. Et finalement, tout le monde l'a. Lors du premier séquençage, on a dit on en a fait un, on n'en fera pas un deuxième, c'est trop cher. En réalité, on est en train de généraliser le séquençage ADN. Il va bientôt coûter $100 sur le prix d'un pantalon et tous les Français vont être séquencés et c'est la sécurité sociale qui paiera. Il a la raison, mais donc en réalité, ces technologies, elles ont une caractéristique, c'est que le prix s'effondre très rapidement. On l'a vu sur l'électronique, on le voit aujourd'hui sur la génétique, on le verra demain sur les cellules souches, puis sur les modifications génétiques. Et en réalité, cette médecine NBIC, cette technomédecine, il est probable qu'elle sera accessible à tout le monde, qu'elle sera payée par la sécurité sociale et que nous n'aurons pas une médecine à deux vitesses. Vous nous annoncez par exemple pour bientôt des implants dans le cerveau, ça c'est quelque chose qu'on fera? Il y en a déjà des implants dans le cerveau. Oui. Il y en a déjà dans la maladie de Parkinson, dans les troubles psychiatriques, dans certains troubles psychiatriques graves. Il y en aura de plus en plus. Les premières rétines artificielles sont implantées à l'heure actuelle chez les gens qui sont aveugles. Les implants, ça marche? Alors ça donne une vision très floue et avec simplement quelques pixels, comme les premiers téléphones des années 90, mais on estime que
d'ici 10-15 ans, on pourra récupérer une vision à peu près normale grâce aux implants rétiniens de cette époque. Mais pour rester dans le cerveau, vous pensez que des maladies comme l'anorexie, comme les Alors, bipolaires, dans etc. dans certains troubles alimentaires, on commence à mettre des implants dans le cerveau avec Mais des alors, résultats qui pardonnez-moi, sont... un implant dans le cerveau, concrètement, ça veut dire quoi? On C'est-à-dire met quoi? on branche L'électricité. une petite puce avec un capteur que l'on met dans la zone du cerveau que l'on sait stimuler. Mais ça fait 20 ans qu'on le On fait a- dans le Parkinson. Hein. Ah bon? C'était inventé par des Français, ça marche très bien. Moi, je pense qu'il oublie, c'est très technologique tout ça, mais il y a aussi qu'on va essayer de comprendre la raison des maladies. Les maladies, vous parliez des maladies mentales. Les maladies mentales, on est à peu près sûr que c'est un dérèglement qu'on ne connaît pas encore. On est comme un peu devant le cerveau, comme un singe devant un moteur de Ferrari, et on vient de s'apprendre qu'en tournant à gauche, ça dévisse ou ça visse, et on est encore loin de comprendre l'injection électronique. Donc, si vous voulez, on va vers ça. J'adore tout, et il a probablement raison, Laurent Alexandre. Le problème, c'est que il faut faire attention. On nous le reproche suffisamment, nous les journalistes de santé, de dire toujours oh, il y a un truc génial sur la souris. On est en train de démonter un virus et ça marche chez la souris. Mais so what? Donc c'est vrai qu'il a raison. Je pense que déjà de nous expliquer qu'on peut vivre jusqu'à 200 ans assez rapidement, c'est déjà pas mal. L'immortalité. Non, mais il faut bien voir que des choses qui paraissent très compliquées, comme de comprendre le fonctionnement du cerveau, est facilité par l'évolution de la technologie. Comprendre le cerveau, comprendre comment fonctionnent nos 100 milliards de neurones et nos 100 000 milliards de connexions synaptiques nécessite des ordinateurs très puissants. Justement, la puissance des serveurs informatiques, elle explose. Tous les 10 ans, la puissance des serveurs informatiques, elle est multipliée par 1000. En 20 ans, multipliée par 1 million. Donc ce qui est aujourd'hui extrêmement compliqué sera demain totalement facile. C'est comme le séquençage ADN. La puissance informatique explose tellement rapidement que des choses qui semblent impossibles, comme de comprendre le fonctionnement cérébral, va devenir possible en 10 à 20 ans. Et sans aller si loin, vous dites qu'il y a des bricolages humains qui arrivent l'année prochaine. Qu'il y a plein de choses qui se passent en ce moment qu'on ne connaît pas parce qu'il n'y a pas encore eu de conséquences, mais en 2015, on va voir des choses. Ce qui va être le plus spectaculaire, et on en parlait à propos des singes tout à l'heure, c'est que notre capacité de modifier notre génome, c'est-à-dire de modifier nos chromosomes, notre ADN, va se démocratiser maintenant relativement rapidement. Le coût des enzymes qui permettent de couper un morceau d'ADN et de le remplacer, c'est-à-dire de faire une manipulation génétique, a été divisé par 1000 en 9 ans. Donc on est dans une phase de démocratisation, de simplification des technologies de thérapie génique, c'est-à-dire l'équivalent des OGM, mais chez l'homme. Ce qui ne manquera pas d'être polémique, et certains s'y opposeront. Déjà sur le blé, ça fait scandale. S'y opposeront peut-être, mais je pense que même les écologistes, s'ils ont une maladie grave, accepteront les manipulations génétiques de leur ADN, car ils préféreront être manipulés génétiquement que morts. Même les bobos qui refusent le maïs génétiquement modifié, à mon avis, accepteront les thérapies géniques s'ils doivent éviter la mort ou une maladie grave comme la myopathie. Nous sommes aujourd'hui à un tournant. L'explosion de nos capacités technologiques et la croissance sans cesse plus forte de notre puissance informatique fait que des choses impossibles deviennent progressivement possibles. En tout cas, pour revenir à notre sujet qui est Google, c'est bien le pari de Google. Si Google rentre aujourd'hui dans la lutte contre la mort, c'est qu'ils ont identifié que nous sommes à un moment charnière où la technologie va nous permettre de changer radicalement notre rapport à la maladie, même si, comme Jean-François Lemoyne a tout à fait raison de le dire, toutes les maladies ne vont pas être guéries du jour au lendemain. Ariel Kirou, ils l'ont compris quand, les boss de Google, les Californiens, que l'avenir c'était la biomédecine? Je crois qu'ils l'ont compris assez tôt, notamment parce que l'un des deux fondateurs de Google, Sergey Brin, est marié donc à une femme, a été marié parce qu'ils se sont séparés, ils ont divorcé, en tout cas, qui travaille sur ce territoire donc de la génétique et qui a créé une société qui s'appelle 23andMe, qui est justement donc travaille sur ces logiques donc de génomie personnelle, c'est-à-dire de la capacité des gens à connaître des données par rapport à leur génome pour effectivement anticiper des maladies, d'autres choses telles que celle-là. Mais ils le comprennent d'autant plus facilement qu'aux États-Unis, il faut bien se mettre ça dans la tête, cette logique de se connaître en permanence, d'avoir un bracelet connecté qui vous dit combien de calories vous dépensez lorsque vous montez les escaliers, c'est quelque chose qui est totalement naturel pour eux. Pour nous, pour le quotidien effectivement des Français, on se dit non mais pourquoi ils veulent tout calculer comme ça sans cesse? Bon, ça nous dit pas grand-chose. Pour eux, c'est normal, c'est naturel. C'est-à-dire qu'ils veulent tout savoir sans cesse. Ils veulent se maîtriser en permanence, se contrôler. Hein. C'est 1000 fois plus que du simple jogging. Donc cette logique de se dire, en contrôlant les informations qui sont celles de notre corps, je vais pouvoir vivre plus longtemps, vivre mieux et plus longtemps, c'est quelque chose qui pour eux est à ce point naturel que pour Google,
qui se veut donc le relais de toute l'information du monde, de la planète et de l'univers, être sur ce terrain est naturel. Donc ça fait au moins 10 ans, voire même beaucoup plus, hein, cette vision, surtout qu'ils y croient, les gens de Google, ils croient en la connaissance. Je veux dire, hein, ils la voient peut-être pas de la même façon que nous, hein, ils imaginent la monétiser, donc c'est une autre philosophie, mais ils y croient réellement. Hein, voilà, ils ne sont pas cyniques par rapport à ça, quels que soient leurs nombreux défauts. Alors pour l'instant, Google, c'est surtout un moteur de recherche, donc je l'utilise tous les jours pour faire une recherche sur Internet, mais demain, ça rentrera dans ma vie quotidienne beaucoup plus. C'est déjà beaucoup. 80% des téléphones portables fonctionnent sous Android, qui est la propriété de Google. C'est-à-dire 80% des téléphones portables sont contrôlés par le système d'exploitation de Google. Google est déjà présent dans beaucoup de secteurs. Oui, mais au-delà du téléphone portable, en quoi ils vont rentrer dans ma vie demain? Par des objets connectés? Oui, des objets connectés, mais déjà le téléphone portable, voilà, la Google Car, le téléphone portable, en fait, il va être connecté à tout type en fait d'outils. Je veux dire, quand la porte sera connectée, lorsque ma chemise sera connectée, lorsque voilà, comme la nouvelle lentille, hein, la lentille intelligente pour les diabétiques que Google a développée, est une lentille que les diabétiques mettent sur leur œil et qui mesure en continu la glycémie, pour avertir quand il faut adapter la dose de médicaments. Nous allons avoir de plus en plus de dispositifs. Elle est en cours de développement, elle va être commercialisée dans quelques trimestres. On va avoir de plus en plus de dispositifs, dont certains seront développés par Google, qui vont nous alerter des modifications de nos caractéristiques biologiques, électrocardiographiques pour le cœur, et qui nous permettront d'ajuster nos traitements et nous préviendront en cas d'urgence médicale. Et à partir du moment où toutes ces données-là seront envoyées au médecin, parce que c'est le médecin quand même qui va finir par gérer la santé, c'est qu'elles sont disponibles et c'est que Google les aura. Voilà. Et alors, faut s'en inquiéter? Bah écoutez, c'est toujours un peu inquiétant quand un énorme moteur de recherche possède toutes vos données. Imaginez demain que vous vouliez faire un prêt et qu'un assureur aille sur votre dossier, vous allez voir un petit peu le prix du prêt si jamais ils s'aperçoivent qu'effectivement vous avez un problème. Oui, mais imaginez que Google me fasse vivre en bonne santé jusqu'à 150 ans. Oui, mais alors vous voulez que je vous fasse tout le monde dira oui. Non, vous voulez que je vous fasse déplaner 15 secondes parce que la chose qui ferait progresser la médecine plus que toute la recherche du XXe siècle, on le connaît, c'est qu'en un instant le monde arrête de fumer. Alors vous voyez, c'est simple. Mais ça, je sais que ça vous fait déplaner. Casse le rêve, Jean-François Lemoyne. Une pause et on revient. Ouais, on parle des énormes progrès qui sont bientôt attendus en matière de biomédecine. On parle de Google qui investit massivement dans ce domaine. Et on n'a pas encore parlé, à Ariel Kirou, de la robotique. C'est important. Là aussi, Google est en train de rafler à peu près Google, tout. Depuis il y a quelques mois, a racheté, je crois, 6 ou 8 entreprises, 8 entreprises, qui étaient les cadors. Les cadors de la robotique, y compris une entreprise qui faisait des robots chiens absolument incroyables pour l'armée des États-Unis. Bon voilà, ils ont racheté tout ça et Andy Rubin, donc, qui est celui qui dirige cette nouvelle antenne dédiée à la robotique, était celui qui dirigeait donc le mobile, hein, c'est-à-dire le système d'exploitation Android. Et depuis qu'il est gamin, c'est un fan de robotique, au point que quand ils ont décidé de faire quelques mobiles quand même qui seraient pur Google, ils l'ont appelé Nexus, hein, et les Nexus 6, donc c'est les Android de Blade Runner. Donc dès le départ, en fait, hein, le système d'exploitation, c'est-à-dire ce que vous utilisez lorsque vous avez un téléphone mobile Samsung qui fonctionne sous Android, eh bien dès le départ, cette logique de l'intelligence artificielle, cette logique de la vie après la vie, eh bien elle est présente. Elle est présente, ça les motive depuis le départ. Depuis 20 ans, c'est en eux, profondément, tout donc simplement. Ils ont tout en matière... Ouais. Ils vous fascinent ou ils vous font peur? Mais justement, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'il faut en avoir peur? Alors, non, Laurent Alexandre. De toute façon, on ne va pas arrêter Google, on ne va pas interdire Google et on ne va pas faire la guerre à Google. La question qui se pose pour un pays comme la France, c'est est-ce qu'on est spectateur, utilisateur de ces produits-là, ou est-ce qu'on est aussi industriel, producteur? Est-ce que nous existons dans cette scène industrielle? Est-ce que nous nous réveillons? Est-ce que nous commençons à arrêter de ne penser qu'au passé, à essayer de sauver tous les canards boiteux qui existent? Et est-ce qu'on se met à participer aux industries du futur pour exister face aux acteurs comme Google? Et donc, notre principal problème, c'est pas de détruire Google, on va pas détruire Google, c'est est-ce qu'on créer des actifs industriels à côté de Google ou est-ce qu'on devient complètement vassalisé parce que nous aurions raté la révolution technologique du 21e siècle? Aujourd'hui, partis comme nous sommes partis, nous sommes complètement largués dans tous ces domaines-là et le scénario le plus probable, si des pays comme la France ne se réveillent pas et n'investissent pas massivement dans les technologies NBIC, c'est que nous allons être économiquement vassalisés et nous allons beaucoup le regretter dans 10 à 20 ans. Alors, attendez, NBIC, comme on a employé le terme assez souvent, j'essaie de résumer. Nano, N comme nano, ça veut dire miniaturisation. Voilà. Bio comme biotechnologie, dont on a beaucoup parlé. L'informatique. La puissance de calcul. Et puis c'est la cognitique, c'est-à-dire c'est les sciences de l'intelligence
artificielle, l'intelligence du silicium, et puis les sciences du cerveau, c'est-à-dire l'intelligence biologique, la nôtre. Et Google, ils sont dans le N, dans le B, dans le I Ils sont et dans le partout. C. Ouais. Google est la première entreprise mondiale qui est présente dans l'ensemble des NBIC. Nanobiotechnologie, l'informatique bien sûr, les sciences du cerveau et l'intelligence artificielle. Google est la première entreprise globale du 21e siècle. C'est ce qui en fait sa puissance actuelle. C'est que Google, en maîtrisant l'intelligence artificielle mieux que quiconque, arrive à être présent dans toutes les industries du 21e siècle. La lutte contre la mort, la lutte contre le vieillissement, la robotique, on en a parlé, la domotique, c'est-à-dire la gestion de la maison intelligente, la voiture qui se conduit toute seule, la Google Car, les téléphones portables, 80% des téléphones portables contrôlés par Google. Google est présent dans l'ensemble des industries qui construisent le 21e siècle. Et si nous ne nous réveillons pas, nous allons devenir une nation sous-développée. Mais même si on se réveille, on a l'impression que c'est que le début, leur puissance d'aujourd'hui n'est rien à côté de ce qu'elle pourrait être demain, non ? Si nous nous mettons à travailler et si nous investissons dans les technologies de demain, nous pouvons rattraper une partie de notre retard. Je conjure les politiques, M. Montebourg, tous les ministres en charge de ces secteurs-là, d'accélérer la cadence. Il est absolument urgent que nous comprenions ce qui se passe avant qu'il soit trop tard et avant que notre retard soit irrattrapable. Je reviens sur leur motivation. On en parlait tout à l'heure, vous parliez de leur idéologie. Leur idéologie, c'est de changer l'homme ? Leur idéologie, c'est changer l'homme. Il se trouve que la totalité des dirigeants de Google sont ce qu'on appelle des transhumanistes. C'est-à-dire des gens qui pensent qu'il est légitime d'utiliser toute la puissance des nanotechnologies, des biotechnologies, de l'informatique et des sciences du cerveau pour faire reculer la mort et augmenter les capacités de l'homme. Ce que les Américains, les Californiens appellent l'enhancement, c'est-à-dire le renforcement de l'homme. C'est bien, comme on le disait au début de l'émission, un projet politique bien plus qu'un projet business. Google résonne à 20 ans, à 30 ans, à 50 ans, alors que nos États résonnent à 6 mois, comme on le disait tout à l'heure avec votre autre invité. Google est une des rares entités dans le monde qui résonne à très long terme, et c'est ce qui fait sa force. Les politiques résonnent à 6 mois, Google résonne à 50 ans. La bataille entre les deux risque de se faire à notre désavantage. Ariel Kirou, vous êtes d'accord avec ça ? Oui, je suis tout à fait d'accord. Après, en plus, il y a une grande subtilité chez Google, c'est-à-dire qu'ils ont un art pour faire travailler les autres. Le moteur de recherche, il vit parce qu'on l'utilise. Le système d'exploitation des téléphones mobiles, c'est pas eux qui vont le mettre dans les téléphones, ils vont laisser les grands fabricants de téléphones le faire. Et dans le territoire de la médecine, ils vont faire pareil quelque part. C'est qu'ils vont s'appuyer sur un tas de gens. Je veux dire, Calico, Apple, leur concurrent, y est aussi. Et le patron de Calico, c'est quelqu'un qui vient donc d'une boîte de génétique qui était très proche des gens d'Apple. Président du conseil de surveillance. Voilà, d'Apple. Donc en fait, ce qu'il faut bien aussi se dire, c'est que leur puissance, c'est aussi qu'ils savent se mettre potentiellement, se dire, être là partout, comme si de rien n'était, en laissant les gens faire. Et ça, c'est excessivement astucieux, parce qu'effectivement, leur puissance augmente sans même qu'on s'en rende compte, et en plus, ils nous rendent des services. Donc ça, c'est quelque chose d'assez fort. Jean-François Si on ne veut pas terminer complètement déprimé et regarder un DVD collector de la piste aux étoiles ce soir pour s'endormir, il faut se dire qu'il y a aussi des gens qui ils essayent de nous faire gober tout ce qu'ils font avec le rêve d'éternité. C'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Laurent, parce que c'est vrai et contre ça, il y a quand même quelqu'un qui s'appelle Bill Gates. Bill Gates, il est aussi riche, il a été aussi innovateur. Bill Gates, il essaye de vacciner tous les enfants contre faire disparaître des maladies. Alors, il faut se dire qu'il y a aussi des gens qui ont une connaissance terrible et qui essayent de faire encore des choses, parce que sinon, c'est un peu déprimant quand même. Après, on est parti du rêve total, et là, on est sur quelqu'un qui est une espèce de monstre qui est en train, à 50 ans, de nous dessiner le monde dans lequel on va vivre. Il a raison, Laurent, il faut qu'on se... Mais pas forcément pour être derrière Google. À mon avis, il faut trouver des alternatives. Et Eric Schmidt, c'est le patron de Google. Il est très différent de Bill Gates. C'est pas du tout la même philosophie. Mais c'est pas le patron. Non, c'est pas le patron. Les vrais patrons, c'est Sergey Brin et Larry Page, les actionnaires. Ouais. Oui, ils sont assez différents. Rien à voir. Bill Gates est un garçon moins tourné vers le grand futur et la technologie en réalité que les dirigeants de Google. Oui, voilà. Puis Eric Schmidt, en fait, à un moment donné, il a vendu la mèche. Il a dit notre objectif, c'est la télépathie. C'est-à-dire, c'est d'anticiper les désirs de chacun, quelque part. Et donc, quel est le désir le plus ultime ? C'est celui de vivre le plus longtemps possible. Et on va donc l'anticiper. Sans même, on va anticiper ce désir et on va dire aux gens comment il faut faire pour y arriver. Donc, c'est une grande puissance. Ceci dit, Eric Schmidt n'a pas le pouvoir. C'est que le Eric Schmidt, c'est le VRP. Et donc, notre cher président a vu une marionnette.
Mais ils voilà. anticipent François Hollande déjà. a vu une Une marionnette. marionnette, voilà. Les vrais boss, Une c'était très bonne marionnette. Les vrais boss, c'est les Ouais. deux fondateurs de Google qui ont la majorité, qui détiennent en fait l'entreprise au niveau de l'actionnariat, et donc ils se montrent jamais et ils n'accordent même pas quelques minutes au président de la planète. Ils font déjà anticiper. Regardez, vous prenez un billet pour aller en Turquie sur une compagnie et pendant une semaine, vous allez recevoir des appels sur votre Google, comment réserver un hôtel. Ils savent déjà ça, ils anticipent déjà. Et bien ça, c'est que le tout petit côté de la lorgnette. Oui, mais alors, pour terminer, Laurent Alexandre, Jean-François Lemoyne trouve que tout ce qu'on a dit ce soir est très, très inquiétant. Moi, je trouve pas. Je trouve qu'on a aussi dit qu'on allait vers des progrès médicaux énormes. Google va probablement faire des progrès considérables à la médecine. Il faut les contrôler. Notre problème, c'est de les contrôler et d'y participer. C'est-à-dire qu'une partie de la valeur économique soit chez nous. Il serait dramatique qu'en 2020, tous les algorithmes, tous les programmes permettant de nous soigner soient importés de Californie et que nous soyons finalement complètement vassalisés par les grandes entreprises de la Californie. Donc tout ceci est formidable. Ce que fait Google est formidable. Il ne faut pas que la France devienne une nation sous-développée des technologies NBIC. Et malheureusement, c'est le chemin que nous prenons aujourd'hui. Oui, ça j'ai bien compris. Mais Oui, du côté des bonnes nouvelles, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Du côté des bonnes nouvelles, c'est que la médecine va évoluer dans les 10 années qui viennent, Voilà. plus qu'elle a évolué depuis 2000 ans, et que nous sommes vraiment au démarrage d'une révolution médicale qui aura d'extraordinairement bons côtés, mais il faut aussi que l'on commence à réfléchir à toutes les implications éthiques, morale et philosophique de ces progrès, car la modification de notre patrimoine génétique, la modification de notre identité biologique et génétique est porteuse de beaucoup de difficultés. Il est urgent que nous y réfléchissions. Ouais. Il ne faut pas que nous soyons pris de court par ces évolutions technologiques et que nous ne les maîtrisions pas. Et en clair, c'est vous faire courir le marathon à 150 ans, parce que ça, on va pouvoir le faire, plutôt que penser que vous allez présenter le journal à l'an 3000. Moi, je suis désolé. Mon optimisme vous concernant va vers le marathon, et je suis sûr que j'ai raison. Voilà. Vous êtes gentil, Et on est Jean-François. bien plus loin que ce qui justifiait la manif pour tous ou tous à poil. Hein. C'est-à-dire que là, ils se sont levés pour la gestation pour autrui, de quelques perspectives. Mais là, on est à des années-lumière de ça. Ça veut dire qu'en termes de conflits sociaux, en termes de valeurs, en termes de qu'est-ce qui est important pour l'humain, je veux dire, là, il va y avoir des remous. Il va y avoir des remous assez solides, mais en même temps, effectivement, il y a une promesse. Et la question centrale, ça va être pour nous, c'est quoi le bien commun et comment on en profite, comment on avance, plutôt effectivement que de rester immobile, que de ne rien faire et de se dire, comme ça, on respecte nos valeurs. Je vous propose maintenant d'écouter un spécialiste de la jeunesse éternelle. Un autre, c'est Jérôme Commandeur. Il est avec nous dans un instant. Je rappelle d'abord le titre de vos livres. Ariel Kirou, vous avez écrit Google God, le dieu Google aux éditions Inculte. Et Laurent Alexandre, vous avez signé, c'était un grand succès, c'était l'année dernière à peu près ou un petit peu avant. Ça s'appelait La mort de la mort chez Jean-Claude Lattès. Comment la technomédecine va bouleverser l'humanité.